Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Merci à toutes et tous de prendre de votre précieux temps pour vous enquérir de la situation des droits humains en Algérie. Alors, je m'appelle Mouloud Edir et je vais donc animer cette discussion avec le professeur Lehouari Hadi, en compagnie de ma camarade Najed Bouda, qui est, tout comme moi, membre du comité montréalais de soutien pour les droits de la personne en Algérie. Je tiens aussi, pour ce faire, à remercier notre camarade du comité, Salim Boujmaa, qui assure généreusement l'aspect technique de cet entretien. Et Salim, justement, il a aussi participé à la préparation du contenu de cette discussion. C'est donc au nom de ce comité que nous nous adresserons à notre distingués invités de cet après-midi. Et je tiens à souligner pour ceux et celles qui nous découvrent que ce comité est en somme un groupe de travail initié par des personnes de l'émigration algérienne établie au Québec. Il est issu du Forum citoyen des Algériens de Montréal. Cette initiative a vu le jour donc dans la foulée du mouvement insurrectionnel ou de contestation du Hirak qui a cours en Algérie depuis février 2019. Et donc, dans ce cadre, comme vous le savez sans doute, le peuple algérien manifeste pacifiquement son opposition au système militaire et répressif en place. La raison d'être du comité, c'est de mettre finalement les principes des droits humains au cœur de tout travail de sensibilisation et de solidarité sur la question algérienne, tout en dénonçant les exactions multiples auxquelles se livre le régime algérien. Et le travail du comité, il s'évertue à faire écho à la revendication d'un état de droit tel que porté par des segments importants du Hirak. Pour ce faire, le comité juge important de dénoncer toutes les exactions de la dictature et de mettre fin au cycle de l'impunité qui demeure quelque chose comme un invariant du système algérien depuis l'indépendance. Le comité estime que les droits humains sont les véritables garants de la liberté, laquelle est essentielle à l'édification d'une véritable citoyenneté, une citoyenneté sans cesse à élargir et à consolider. Cette liberté ne suffit pas, elle suppose l'égalité. On pourrait parler de l'égale liberté. Pour nous, au comité, si ce respect du pluralisme est fondamentalement requis, ce n'est pas tellement à cause de la valeur intrinsèque du pluralisme en matière de religion ou d'idéologie politique, c'est surtout parce que le respect de ce pluralisme est une garantie de stabilité politique obtenue pour de véritables et bonnes raisons de respect justement du droit à la différence. Car on ne peut pas faire émerger une société pluraliste, on ne peut faire émerger une société pluraliste que parce que nous nous reconnaissons mutuellement comme des personnes égales en droit. Alors, comme vous le savez sans doute, toutes et tous, nous ne perdons pas de vue que les droits humains ne pointent pas directement les modes de vie ou les projets politiques souhaitables, mais les droits humains contribuent à garantir les principes fondamentaux que tout régime politique doit respecter pour pouvoir se dire véritablement démocratique. Les droits humains donc sont pour nous transindividuels, en ce sens qu'ils rendent possible l'établissement de relations sociales empreintes de ce qu'Étienne Balibar appelle une part de civilité qui permet l'expression du conflit politique dans un cadre d'adversité régulé par le droit et non pas dans la confrontation ami-ennemi qui conduit à la guerre. C'est donc dans cet esprit que nous envisageons cette discussion avec le professeur Lehouari Hadi que je vous présente à l'instant. Lehouari Hadi est professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Il est actuellement chercheur invité à la Georgetown University à Washington. Le professeur Hadi est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier publié donc aux presses universitaires de Louvain a pour titre « La crise du discours religieux musulman » avec un sous-titre « Le nécessaire passage de Platon à Kant ». Lehouari Hadi est également spécialiste en sociologie politique de la transition démocratique dans les pays arabes. Il est une figure intellectuelle engagée à travers notamment sa page Facebook, mais de multiples articles dans la presse algérienne et étrangère. Il a analysé les régimes arabes dans son livre paru aux USA et en Algérie avec pour titre le nationalisme arabe radical et l'islam politique, en anglais à Georgetown University Press
et en français à Alger aux éditions Barzac. Donc, encore une fois, Lahouari a dit merci pour la générosité de votre temps et merci d'avoir accepté de partager votre réflexion avec le comité de soutien pour les droits de la personne en Algérie qui est établi à Montréal, au nom de tous les membres du comité et au nom aussi de segments de cette émigration qui vous connaît, qui a énormément de considération pour vous. Je tiens, en leur nom, à vous passer nos plus sincères salutations et toute notre reconnaissance. Merci à vous de m'avoir invité et avec une semaine de retard ou quelques jours de retard, et comme Mabrouk. Alors, la première question pour démarrer, Lahouari a dit, c'est comment analysez-vous la situation politique en Algérie au regard de la crise de la COVID-19 et surtout de la question et de la situation des droits humains? Je pense que la pandémie du Covid-19 a poussé les hirakistes à suspendre les marches hebdomadaires et je pense que c'est une décision sage, mais le Hirak va certainement reprendre dès que les conditions sont possibles. Entre-temps, le régime, il profite de l'occasion pour arrêter des hirakistes en pensant qu'il va décapiter le mouvement afin qu'il ne reprenne pas. C'est un calcul faux qu'il fait, parce que s'il multiplie les arrestations, ça va encore encourager les jeunes à descendre dans la rue dès que c'est possible. Je crois que la jeunesse, quand je dis la jeunesse, c'est-à-dire la génération née après l'indépendance, s'est soulevée pacifiquement pour demander la construction de la deuxième phase de l'État algérien, la première phase ayant commencé en 1962 après l'indépendance, et les généraux ne saisissent pas cette occasion pour refonder l'État algérien, ou plutôt pour fonder la deuxième phase de l'État algérien qui se veut un État de droit, c'est-à-dire cesser de se limiter au pouvoir exécutif. L'État algérien est en fait un pouvoir exécutif qui dirige une administration centrale et locale. Mais l'État n'est pas seulement un pouvoir exécutif. L'État, c'est un pouvoir exécutif contrôlé par le pouvoir législatif et où le pouvoir judiciaire contrôle le respect des lois décidées, votées à l'Assemblée, élues par le peuple. Donc le pouvoir, l'État moderne, l'État de droit, ce sont trois pouvoirs autonomes qui sont articulés et qui expriment la souveraineté populaire. Et c'est lié, ce que je viens de dire, cette introduction, est lié à votre thématique, les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont divers et en ce qui nous concerne maintenant, nous parlons des droits politiques et les droits politiques sont le droit de critiquer ceux qui exercent l'autorité publique, le droit de les contester et le droit de les choisir par les élections. Or, le régime algérien, du fait que l'État est privatisé par une cinquantaine de généraux, ne sont incompatibles avec les droits politiques. En fait, vous commencez à vous mentionner un peu certaines des pratiques au niveau des arrestations que le régime algérien est en train de commettre pendant en fait cette période un peu où le Hirak a pris en considération, en démontrant sa maturité, la crise de la Covid-19 pour mettre un peu en hold, si on peut appeler ça comme ça, les mouvements et les contestations dans les rues. On serait vraiment intéressé par vous entendre élaborer davantage sur le fait ou selon vous un peu ce que rechercherait le régime algérien en procédant à des arrestations ciblées et bien calculées. Donc selon vous,
il voudrait amener le Hirak vers quelle destinée ou qu'est-ce qu'il recherche à travers ces arrestations bien ciblées, bien calculées? Eh bien, à travers ces arrestations, le régime compte étouffer le Hirak définitivement. Et donc, au lieu de saisir cette occasion historique, extraordinaire, de satisfaire dans le temps, c'est-à-dire en 1 an, 2 ans, 3 ans, les revendications du Hirak, eh bien le régime, lui, il apporte une réponse policière à une crise politique. Le Hirak exprime une crise politique profonde, une crise politique qui a déjà été exprimée par les émeutes d'octobre 88. Et donc nous sommes dans le cas d'une crise structurelle qui dure depuis 40 ans et à laquelle la hiérarchie militaire ne veut pas apporter de solution. La hiérarchie militaire veut reconduire le même système en apportant quelques modifications, notamment des modifications dans le personnel politique. La hiérarchie militaire dit nous vous avons entendu, c'est vrai que nous avons choisi un personnel politique civil corrompu, nous l'avons mis en prison, maintenant on va vous choisir d'autres et on va mieux les surveiller. Et maintenant rentrez chez vous. Et ça, les jeunes, la jeune génération d'après l'indépendance, ne veut pas de cette solution qui ne va résoudre aucun problème. Parce que, je vais vous dire, l'Algérie a été sous Bouteflika et avant Bouteflika, et sous Bouteflika ça s'est aggravé, le régime le plus corrompu du monde. Cette corruption, c'est vrai, depuis le Hirak a cessé parce que les gens ont peur. Mais dans 2 ans, 3 ans, la corruption va reprendre. Il va encore y avoir des généraux qui vont importer de la cocaïne. Il va y encore avoir des généraux qui vont détourner des biens. Il va y avoir encore des premiers ministres qui vont voler, etc., etc. Et donc, les généraux doivent comprendre qu'il faut résoudre le problème à la racine. Et je pense que le Hirak leur donne une chance extraordinaire parce que le Hirak a montré qu'il n'est pas contre l'armée. L'armée, c'est une institution de l'État et c'est une institution indispensable de l'État. La nation algérienne n'existerait pas sans l'armée. Mais le Hirak, il veut que l'armée se limite aux prérogatives constitutionnelles et que l'armée obéisse à une autorité civile élue. C'est ça. Et je pense que les jeunes généraux devraient, d'une certaine manière, expliquer à leurs aînés que c'est fini. L'Algérie de Boumediene et de Cherli, c'est fini. L'Algérie de Boumediene, c'est fini. Vous comprenez? Et donc, j'ai toujours un peu d'espoir. Si le Hirak continue après la pandémie, et si la pression est forte sur la hiérarchie, je crois que les jeunes généraux vont prendre des initiatives. Je ne dis pas un coup d'État. Il ne faut pas espérer un coup d'État, il ne faut pas souhaiter un coup d'État. Mais ils peuvent tenir une réunion, comme ils le font, et décider d'une ligne politique. Normalement, c'est interdit. Pourquoi? C'est interdit que les généraux se réunissent et décident d'une ligne politique. Mais l'histoire a fait que l'état-major de l'armée algérienne est en même temps un bureau politique d'un parti politique. Donc il faut qu'ils se réunissent et qu'ils disent « nous allons cesser d'être un bureau politique ». L'état-major algérien est un bureau politique qui désigne le président, qui contrôle la présidence, qui contrôle le ministère de la Justice, qui contrôle le ministère de l'Intérieur et la DGSN, et qui délègue un de ses services, la sécurité militaire, le DRS ou la DCSI, de choisir les députés. Ce modèle doit cesser. Ce modèle, peut-être qu'il satisfaisait mon père, mais il ne satisfait pas mes fils. Mes enfants ne veulent pas de ce modèle. Voyez-vous? Et tout ça dans le respect de chacun. Je crois que, sincèrement, l'Algérie
la société algérienne, malgré toutes ses contradictions, malgré toutes ses pesanteurs archaïques, elle est prête à la mise en place d'un état de droit. Alors, Lahouari a dit, vous venez de pointer quelque chose comme la structure véritable du système algérien, finalement le pouvoir réel. Vous avez pointé la haute hiérarchie militaire, vous parlez d'une cinquantaine de généraux. Je voudrais revenir justement à la question plus précise des droits humains. Et le mouvement de défense des droits humains en Algérie, Lahouari a dit, il est très accaparé actuellement par la question des prisonniers politiques. Certains préfèrent parler de détenus du Hirak, et la libération des personnes arrêtées accapare l'essentiel du travail des personnes justement mobilisées sur le registre des droits humains. Alors, au-delà de la demande de libération des détenus, ce sur quoi j'aimerais vous entendre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose comme un mouvement de défense des droits humains qui serait lié sur le terrain à des luttes sociales, un mouvement des droits humains qui serait encastré à des luttes politiques et de résistance qui soient de portée émancipatrice au-delà de la dimension strictement juridiste qui consiste à libérer des prisonniers. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une culture des droits humains qui est en train de s'enchâsser au cœur du mouvement social et de contestation? C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Non, c'est une question qui n'est pas facile, qui est difficile, qui renvoie à la sociologie, à l'histoire, etc. D'abord, bon, on va procéder par étapes. Pour répondre directement à votre question, ce mouvement dont vous parlez, ce mouvement structuré, voire institutionnalisé, qui défend les droits humains, n'existe pas en Algérie parce qu'en Algérie, il est interdit de faire de la politique. Il est interdit de faire de la politique. Et la défense des droits de l'homme, c'est de la politique. Et donc, il y a une défense des droits de l'homme qui est spontanée, qui est informelle, qui est organisée ou qui s'exprime dans les réseaux sociaux et qui s'exprime dans les marches ou dans les rassemblements. Mais il n'y a pas une Ligue algérienne des droits de l'homme qui est enracinée dans toutes les villes et petites villes du pays et qui est reconnue officiellement. Il y a des ligues de droits de l'homme du pouvoir, mais il n'y a pas une ligue de droits de l'homme de la société civile. Pour bien comprendre cette contradiction dans laquelle se trouve le régime algérien, il faudrait revenir à la logique de ce régime et qui est le même, c'est le même régime depuis 1962. Et quelle est sa caractéristique? La caractéristique du régime algérien est de s'opposer à la naissance d'une société civile qui limite les prérogatives du pouvoir exécutif. Les généraux ne veulent pas d'une société civile. C'est pour ça que même en économie, ou en religion, ou à l'université, ou dans les syndicats, ils n'acceptent pas de pouvoir autonome. Ils veulent que ce soit leurs hommes de religion, leurs universitaires, leurs syndicats, leur pouvoir économique privé, les Haddad et consorts, mais ils ne veulent pas d'un pouvoir ou de différents pouvoirs autonomes qui sont l'articulation de la société civile. Vous ne pouvez pas avoir le respect par l'État des droits humains si cet État ne reconnaît pas la société civile. Il ne reconnaît pas la société civile autonome. Et donc, je pense qu'il sera obligé de céder parce que la société civile est à la base du développement économique. Le développement économique, et c'est ça l'erreur de Boumediene, et c'est pour ça que les massifs investissements qui ont été faits dans les années 60, 70 et plus tard ont échoué, c'est parce que les dirigeants ont cru que l'État provenait du développement. Le développement provient de l'État. Non, le développement provient de la société. L'État régule les antagonismes à l'intérieur de la société par le droit. Il reconnaît l'autonomie des acteurs, il reconnaît les droits des uns et des autres. Et c'est pour ça que
le Hirak, si la pression continue, le pouvoir exécutif sera obligé de lasser du lest. Parce que c'est quoi l'État? Et je termine sur ça en répondant à votre question. L'État est un rapport de force entre le pouvoir exécutif et la société. C'est une définition qui existe et qui est valable aussi bien pour les États-Unis, pour la France, pour la Russie, pour la Chine que pour l'Algérie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des émeutes dans certains États. Et il y a des Afro-Américains, des Américains noirs, mais aussi soutenus par des Américains blancs, qui sont en train de faire pression sur le pouvoir exécutif, le pouvoir fédéral, pour prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus d'assassinats, de meurtres de Noirs aux États-Unis. Et donc, c'est un rapport de force. Et si les meurtres continuent d'exister aux États-Unis, c'est parce que les Noirs américains ne constituent pas une force politique et sociale suffisante pour faire reculer le pouvoir des républicains et même de certains démocrates de droite. Voyez-vous? Donc, l'État se définit par le rapport de force entre le pouvoir central et la société. Et en Algérie, le pouvoir central a toujours dominé la société par la rente pétrolière, par les islamistes qu'ils ont utilisés. Soit ils les utilisent comme épouvantail, soit ils les utilisent comme base électorale, n'est-ce pas? Et, toujours comme repoussoir. pardon? Comme repoussoir. Comme repoussoir. Et troisième élément, la légitimité historique. Mais cet élément de la légitimité historique, il a disparu puisque Chengriha, le chef d'état-major, est entré dans l'ANP en 1967. Il n'y a plus d'officiers qui sont issus de l'ALN, à l'exception d'un officier supérieur qui a 85 ans, le général Ben Ali, et qui est le plus vieux soldat en exercice au monde. Le plus vieux soldat. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa place dans l'armée. Il n'a même pas sa place dans la fonction publique. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, même l'armée a été, le général qui a 60 ans, 65 ans, n'est pas issu de l'ALN. Et donc, la légitimité historique ne fonctionne plus. Donc, les conditions politico-historiques et sociales sont réunies pour la création d'un État de droit. C'est très enrichissant et très profond comme analyse. Là, vous nommez un peu tout l'instrumentalisation de la société civile et de l'exécutif de la part du régime. Et je pense qu'on peut facilement parler de la même chose lorsqu'il s'agit de la justice, du système judiciaire en Algérie. Donc, la façon dont les juges et les procureurs de la République agissent laisse voir une intrusion titulaire en fait des autorités algériennes. Donc, comment analysez-vous la question de la séparation des pouvoirs en Algérie? Alors, la séparation des pouvoirs, c'est une condition sine qua non pour la construction d'un État moderne. Parce qu'aujourd'hui, l'État algérien se réduit à des guichets administratifs. Les jeunes, ils voient très bien qu'ils n'ont pas d'État. Il n'y a pas d'État en Algérie. Il y a un pouvoir administratif. Il y a une administration gouvernementale. Parce que l'État, c'est le vecteur de la citoyenneté. Et il n'y a pas de... Je vais prendre un exemple. À Alger ou à Oran, les habitants ne connaissent même pas le nom du maire. Parce que ce n'est pas eux qui l'élisent. Voyez-vous, c'est le service du contre-espionnage ou de l'espionnage, en tout cas le service militaire, qui choisit les maires. Alors que dans tous les pays du monde, les maires des grandes villes sont connus. Voyez-vous, ils deviennent par la suite parfois chefs d'État ou Premier ministre, comme en Angleterre Boris Johnson ou Juppé à Bordeaux en France, etc., etc. Or, chez nous, le maire n'est pas élu.
Et c'est pour ça que nos villes sont sales. Ce n'est pas que les Algériens sont sales. Quand vous allez dans dans n'importe quel appartement en Algérie, c'est propre. L'appartement est propre. Dès que vous sortez de l'appartement, c'est sale. Parce que le maire n'est pas choisi. S'il était choisi, les gens le choisiraient sur le critère de la propreté des rues. Et ils feraient attention. Ils feraient attention. Mais comme les Algériens ne choisissent pas leurs élus, ils ne choisissent pas ceux qui dirigent les municipalités, les ministères, le gouvernement d'une manière générale. C'est pour ça que nous sommes dans cette crise. Maintenant, pour revenir plus précisément à votre question concernant la justice. Il n'y a pas de justice en Algérie. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il y a une administration judiciaire. Et cette administration judiciaire reçoit des ordres, souvent par téléphone, reçoit des ordres du ministère de la Défense ou du service de la direction centrale de la sécurité intérieure. Et donc, le juge n'est pas autonome. Pourquoi le juge n'est pas autonome? Parce que la société civile n'est pas autonome. Souvent, enfin, le général Bouazza, pourquoi il a été mis en prison? Le général Bouazza a été mis en prison parce qu'il donnait directement des instructions à la DGSN et au ministère de la Justice pour arrêter tel, pour réprimer tel, etc. etc. Et ses collègues généraux lui ont dit non, ce n'est pas un travail ça. Il faut passer par la présidence. Il faut donner un ordre à la présidence et c'est la présidence qui va donner des instructions au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi il a été mis en prison. Parce que c'est un régime. Ce n'est pas un régime militaire. L'Algérie n'est pas un régime militaire, n'est pas une dictature militaire. Parce que la culture politique algérienne est antimilitariste. C'est une culture politique héritée de la guerre de libération, du mouvement national. C'est un régime policier. C'est un régime autoritaire policier. C'est un régime où l'administration civile obéit à la hiérarchie militaire. Donc pour vous. Juste ce mot. Ceux qui répriment, ce ne sont pas des unités de l'ANP. Ce n'est pas des unités de l'ANP. C'est des unités de la police sur ordre de la hiérarchie militaire. Donc, si je comprends bien votre façon d'analyser, le régime algérien est plus proche des régimes de police politique d'Europe de l'Est que d'une dictature politique de type sud-américain. Absolument. Parce que dans notre culture politique, nous n'accepterons jamais, même les généraux, même les officiers, n'accepteront jamais la dictature militaire. Dès qu'un général prend une fonction civile, il enlève la tenue militaire. Vous me dites d'enlever la tenue militaire. C'est un bon sujet pour un séminaire, ça. Tout à fait. Alors, Lahouari a dit peut-être une question plus proche, si vous voulez, de ce qui a fait l'objet de grands débats dans les décennies des années 90, quelque part dans la poursuite et dans la foulée de la question que vous a posée ma collègue et amie et camarade Najat. C'est comme intellectuel, Lahouari a dit, c'est une question qui m'est très chère. Vous avez beaucoup contribué personnellement et à travers votre travail intellectuel à alléger quelque chose que moi j'appelle le poids des polarisations, en faisant justement en sorte que les principes fondamentaux de justice et de droits humains soient défendus sans considération idéologique, afin justement que tout Algérien et Algérienne en bénéficie. Votre perspective a toujours été pluraliste et vous avez contribué justement à sortir la société algérienne des débats polarisants. J'ai en tête votre soutien à toutes les initiatives visant à rapprocher finalement des formations politiques, de tendances politiques antagoniques. Alors, ma question de façon plus claire, comment expliquez-vous que l'enjeu des droits humains n'aille pas de soi pour justement, parce que pour un public québécois quand même et occidental qui n'est pas familier aux subtilités de la politique algérienne, c'est comment expliquez-vous, vous, Lahouari a dit, que l'enjeu des droits humains n'aille pas de soi pour certaines formations politiques se réclamant justement du camp démocratique? Vous m'étonnez par cette question parce que il est interdit de faire de la politique en Algérie. Comment voulez-vous Il y avait, pour moi, il y avait deux partis du pouvoir, le FLN et le RND. Il n'était pas question qu'ils posent le problème des droits humains.
c'est des partis du pouvoir. Il y avait deux partis qui étaient, l'un était interdit, l'autre quasi interdit. Le fils a été interdit, il a été dissous. Et il y avait le FFS, et qui, après malheureusement la mort de Aït Ahmed, a été affaibli et infiltré. Mais il n'y a pas de parti politique autonome. Je constate, j'observe, après février 2019, le parti qui est le plus autonome et qui a un discours autonome, c'est le RCD, Mohsen Belabès. La position du RCD, elle est honorable. De toute façon, le Hirak, il est obligé de réussir, le Hirak. Le Hirak réussira. Je ne sais pas quand, mais il réussira. Le Hirak va donner naissance à des partis politiques nouveaux, puisque la politique était interdite. Et une fois que la politique sera autorisée, il y aura de nouveaux partis politiques. Il y aura de nouveaux partis. Mais je reviens à la première partie de votre question qui est très intéressante. Écoutez, toute société humaine, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes une société humaine. Toute société humaine est conflictuelle. Il n'y a pas de société humaine qui est homogène, où il n'y a pas d'intérêt contradictoire. Les sociologues ou certains sociologues définissent la société comme l'articulation d'intérêts contradictoires. Mais en même temps, elle est conflictuelle, mais toute société a des bases, a des valeurs communes. Donc dans la société, il y a la conflictualité, mais il y a des valeurs communes. Il y a des valeurs communes. Et je suis sûr que ces valeurs communes doivent être mises en avant pour s'entendre sur un minimum. C'est ce qu'ont fait Aït Ahmed Allah Ben Bella au temps de Santigidio. Moi, personnellement, je ne suis pas islamiste. Mais il y a des valeurs que je partage avec les islamistes. Il y a des valeurs que je partage. Pardon? Quelle valeur, à quoi vous pensez? Le respect des autres, une interprétation moderne de l'islam. Quand on lit le Coran, pas de contraintes en religion, etc., etc. Moi, je peux. Il y a je ne suis pas d'accord avec les islamistes, avec eux sur l'interprétation médiévale de la religion. Mais je suis d'accord avec eux et j'essaye de les convaincre pour qu'on trouve un consensus pour que l'islam ne soit plus public et que soit une religion vécue à titre privé, que l'islam respecte la liberté de conscience. Rien dans le Coran n'interdit la liberté de conscience, n'est-ce pas? Et donc, que l'on s'achemine vers ce que Rousseau appelait la religion civile. L'islam peut être une religion civile. Et donc, il faudrait qu'on s'entende. La culture arabo-musulmane ou musulmane, elle est très riche. Même la culture juridique est très riche. Je veux dire, on peut construire la modernité. Mais il faut s'entendre sur un minimum, le respect des droits de l'homme, l'égalité juridique homme-femme. Et l'islam reconnaît l'égalité juridique homme-femme. Vous savez, je vais vous donner deux exemples. Bourguiba, il a aboli la polygamie en faisant l'exégèse du verset sur la polygamie. Parce que le verset sur la polygamie, il dit, vous avez le droit d'avoir 4 femmes, c'est la limite maximale, il faut être juste, et je sais que vous ne serez pas juste. Et Bourguiba, il a dit, puisque Dieu a dit, je sais que vous ne serez pas juste, la polygamie est interdite. Premièrement. Deuxièmement, il y a un hadith qui passe pour être vrai. Lorsque l'imam Ali, qui est le cousin du prophète, est venu le voir et lui a dit je veux épouser une deuxième femme en plus de Fatima, le prophète lui aurait dit, si tu veux épouser une deuxième femme, il faut divorcer de ma fille. Voyez-vous,
on peut interdire la polygamie. Donc, il y a des ressources. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'islam. Ce que je dis, c'est que, comme le christianisme, comme l'islam, comme le judaïsme, ces religions peuvent s'adapter à un régime démocratique comme elles peuvent justifier un régime fasciste, autoritaire, non démocratique, etc., etc. Et donc, il y a de la marge pour s'entendre en Algérie. On peut s'entendre. Il faudrait qu'il y ait un programme minimum. Et quand je parle d'un programme minimum, je fais allusion à la plateforme de Saint-Égidio. On arrive, en fait, moi, parce que la plateforme de Saint-Égidio, comme on s'adresse aussi à un public peut-être qui ne connaît pas cette plateforme, peut-être juste décrire un peu ce qu'il y avait dans la plateforme et puis en quoi ça pouvait être un projet prometteur pour une Algérie avec un état de droit. On peut imaginer un projet sur lequel tous les partis, ou auxquels tous les partis souscrivent. Ils souscrivent à quoi? Ils souscrivent à un certain nombre de principes. Quels sont ces principes? Premièrement, l'État a le monopole de la violence. Légitime. La violence légitime dans le cas du droit, bien sûr. Bien sûr. L'égalité juridique homme-femme. La liberté de conscience. La liberté d'expression. Les élections libres. Et on va faire l'alternance électorale. On va faire l'alternance électorale. Il ne faut pas qu'un parti, par exemple les islamistes, s'ils gagnent les élections, il ne faut pas que 5 ans après ou avant, ils annulent les élections suivantes. Donc, si on s'entend sur cette base-là, on peut construire l'état de droit dans le respect de chacun, dans le respect des... Parce que la démocratie, ce n'est pas les mêmes opinions politiques pour tout le monde. La démocratie, c'est le respect des opinions politiques différentes. J'ai le droit de ne pas être islamiste, mais l'islamiste aussi a le droit d'être islamiste. Mais il n'a pas le droit d'utiliser la force ou d'imposer par la force son point de vue. Ces problèmes-là, nous les réglons par les élections. Mais c'est comme ça que les sociétés européennes, occidentales se sont développées. C'est comme ça. Et qu'elles ont évité les émeutes. En Algérie, l'émeute est un moyen de contestation. Non. Quand on aura des élections libres, quand on aura la liberté d'expression, personne ne recourra à l'émeute. Nous aurons recours aux élections libres. Merci pour cette clarification. Une dernière question avec laquelle on souhaiterait clôturer cette entrevue avec vous, professeur. En tant que ressortissant algérien établi au Québec, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à l'édification de l'état de droit en Algérie et à la fin du règne de l'impunité, mais aussi, je dirais, pour l'établissement aussi de la justice, parce que on ne peut pas occulter que pendant toutes ces années, que ce soit depuis l'indépendance ou particulièrement depuis la décennie noire, il y a eu beaucoup de victimes, et là j'ai une pensée particulière aux familles de disparus, d'un bord et d'un autre. Qu'est-ce que nous, en tant que ressortissants algériens établis au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à l'édification de cet état de droit qui prend en considération ces processus de vérité et justice? Alors, d'abord, c'est vrai, vous êtes physiquement au Québec, mais avec les réseaux sociaux, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de frontières. Par les réseaux sociaux, vous êtes en Algérie, vous êtes à Alger, vous êtes dans un village. Il y a ce que vous faites au Québec est suivi par un petit village dans les Aurès. Vous comprenez? Et ce que vous faites, est, comme ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France, en Allemagne, est un apport important. Et donc, il faut continuer.
vous faites déjà beaucoup. Le fait d'avoir des vidéos sur ce qui se passe en Algérie. Et puis, vous savez, le régime algérien, ما يحشمش من الجزائريين ولكن يحشم من الأجنبيين. Et donc, هنايا في الخارج يليق نزيدوا نقولوا هادو حقارين وراهم يحقروا في الشعب نتاعهم. Comment on traduit ça au québécois, ce que vous dites? Pardon? Comment on traduit à un public québécois ce que vous êtes en train de dire? Ces gens-là, ce régime, c'est un régime qui réprime son peuple. Moi, je me rappelle d'un éditorial du Financial Times, l'un des plus grands journaux au monde, au sujet du Hirak. C'était en mai ou en juin 2019. Et il disait, en conclusion de l'éditorial, ce peuple ne mérite pas ce gouvernement, ou ce régime ne mérite pas ce peuple. Voyez-vous, nous sommes mieux que cela. Nous sommes mieux que cela. Et en disant à l'opinion internationale que ce régime favorise la corruption, la décadence, le déni des droits de l'homme, eh bien, vous jetez une lumière crue et ils seront obligés d'en tenir compte. Récemment, il y a un mois, le clan de Tebboune a payé $30 000 à un journaliste d'extrême droite américain qui a publié un article élogieux sur Tebboune. Et le journal, c'est le Washington Times, à ne pas confondre avec le Washington Post. Et le Washington Times, c'est un journal qui est méconnu, qui ne se vend pas. C'est un journal d'extrême droite et qui n'a aucune crédibilité. Voyez-vous, ils ont payé $30 000 pour neutraliser ce que vous, au Québec, vous êtes en train de faire. Voyez-vous? Donc, c'est important ce que vous êtes en train de faire et ce que nous sommes en train de faire. Et vous n'êtes pas au Québec, vous n'êtes pas en Amérique. Vous êtes à l'Oued ou à Blida ou là. Parce que là, les gens vous suivent dans l'Algérie profonde. Merci beaucoup, professeur. On vous remercie infiniment pour tous ces propos. Je ne sais pas si Mouloud, tu aimerais dire un petit mot de clôture, mais je pense qu'à travers toutes ces interventions, on a quand même réussi à clarifier davantage la nature du régime algérien. À la fois, je pense que pour nos concitoyennes, concitoyens algériens, c'est toujours utile, même si pour la plupart, on connaît déjà ce système, mais c'est toujours bien de revenir et de rappeler un peu certaines de ces pratiques. Et je pense que vous nous donnez beaucoup d'espoir aussi à voir ce que le Hirak pourrait ramener et pourrait apporter pour l'Algérie de demain. Je dirais, je pense que pour les non-algériens, ça a permis quand même de déficeler certains des éléments en lien avec la complexité de l'histoire algérienne au niveau du Hirak récemment et de la nature du régime algérien aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Najat. Lahouari Hadi nous a donné énormément de clés de compréhension, à la fois pour nous, membres du comité, mais aussi pour des personnes ici, donc du Québec, qui ne sont pas familiers avec les rouages politiques du système algérien. L'essentiel de l'entretien était concentré autour de la thématique des droits humains et de la question du respect du pluralisme. L'enjeu de la transition démocratique soulève d'autres types de questions, parce qu'on a bien vu en Amérique latine, en Europe de l'Est, que la transition vers des régimes de démocratie libérale laissait impenser d'autres enjeux de justice, notamment dans cette phase du néolibéralisme. Mais c'est sans doute des questions, le type de transition, la nature des régimes post-transition démocratique, les enjeux socio-économiques, les questions de la mondialisation, l'intégration régionale. C'est d'autres questions sur lesquelles le comité reviendra et j'ose espérer que nous pourrions compter sur la générosité du professeur Lahouari Hadi dans des initiatives ultérieures. Merci. Merci Mouloud, merci Najat et bon courage. Bon courage. Merci beaucoup.
قال على ما هو يثريم يزك زودو ملال فلاكي خلط لحواريم فلاكي دقرات تجال وين يموت مضاحريم فلاسد يقري ووال وين يموت مضاحريم فلاسد يقري ووال ما تشبه ما يقودان فاللون يعدى على خريف ناديت الساحل لذران سلمتي يدفات النيف وين يدرنا ديال الصار يعد في دجال الحين يزنزن الدين مكاري قبلات ما تنيس يخضع رب العالمين يرنا يزنز الشرفيس ما يدر حدور تيسين ما يموت يغبى يسبيس ما يدر حدور تيسين ما يموت يغبى يسبيس ما تشفى ما يقودان في اللون يعدى على خريف ناديت الساحل لدران سلمتي يدفات النيف وين يدرنا ديال الصار يعد في رجال الحين ولا نذا خبيث نظرات انشله القدريس يا غالي شفنت ولاد الخالات فالبطل خدمي ظلي دور انشله تبان تافات النجمة وهلال ثولي دور انشله تبان تافات النجمة وهلال ثولي ما تشفى ما يقودان باللون يعدى على خريف ناديت الساحل لدران سلمتي يدفات النيف واللي درنا ديال الصار يعد في دجال الحين